L'entrée en jeu de la France aujourd'hui sur le terrain. Les combats s'intensifient entre djihadistes et l'armée malienne soutenue par la France dans son offensive en vue d'extirper les islamistes du Nord Mali. Alors pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, le docteur Bakary Samb, il est enseignant-chercheur spécialisé dans les civilisations, les religions, les arts, mais aussi la communication à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, mais également Yoro Dia, il est politologue. Et enfin, M. Barkaba, le directeur de l'information de TFM. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Avant d'en venir au vif du sujet, je vous propose tout d'abord de suivre un film sur le Mali, un film réalisé par Barkaba, ici présent sur ce plateau, et Khalil Ndiaye. Tout de suite l'élément avant de revenir sur ce plateau. Communiqué numéro 2 du Conseil national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État. Nous demandons à la population malienne de rester sereine et de garder son calme. Nous condamnons fermement tout acte de vandalisme ou de pillage. Nous invitons tout un chacun au respect des institutions de l'État et du bien public et privé. Nous prenons toutes les dispositions nécessaires et utiles pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. À nos camarades des forces armées de sécurité de ne pas perturber la quiétude d'une population à laquelle elle doit respect, défense et assurer toute leur quiétude. Restons unis et forts. Ailleurs, un couvre-feu est décrété à partir de ce jour, jeudi 22 mars, à partir de 06 h. Et cela jusqu'à nouvel ordre, signé capitaine Sanogo, président du comité national de redressement de la démocratie et de la réforme. Merci. « 22 mars 2012. Une junte dirigée par le capitaine Amadou Haya Sanogo, un jeune officier jusque-là inconnu, renverse le pouvoir du président Amadou Toumani Touré. Après une mutinerie, des soldats du camp de Kati, humiliés par les revers subis par l'armée malienne au nord du pays, en proie à une rébellion touareg. Quelques jours seulement après ce putsch, tour à tour, Kidal, Tombouctou et Gao, place forte de l'armée malienne au nord, tombe aux mains d'insurgés alliés à des islamistes. Ce message est envoyé à la France, aux États-Unis et à tous les pays de l'OTAN. Leur dire que les Moudjahidines sont prêts à l'offensive à n'importe quel moment. Nous ne sommes pas là pour dominer les villes. Nous sommes là pour le djihad, pour propager le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À Bamako, c'est la panique. Le Mali s'effondre comme un château de cartes, sous les yeux consternés de la communauté internationale. Comment l'exception démocratique malienne, citée en exemple sur le continent, a-t-elle pu connaître un tel tête-à-queue? À l'origine, ce n'était pas un coup d'État, c'était une mutinerie dans le camp de Kati par les hommes de troupes. Ce n'étaient même pas des officiers, c'est des sous-officiers, des hommes de troupes qui protestaient contre les conditions de vie et de travail de l'armée, qui protestaient contre leurs conditions dans le nord pour faire la guerre à l'époque contre le MNA et les terroristes qui commençaient à venir. L'armée s'est plainte d'avoir pas les moyens de faire cette guerre-là au présent ATT. Donc c'est cette mutinerie qui a conduit au coup d'État. Il y a eu d'abord les femmes des militaires qui avaient manifesté 2 semaines avant. Il y a eu les enfants des militaires qui étaient sortis du Kati, qui avaient fait protester en disant que leur père, leur époux n'étaient pas armés, n'étaient pas dans les conditions pour faire la guerre au nord. Et ensuite, les hommes aussi sont sortis, ont protesté et malheureusement, ça a dégénéré en coup d'État. Ce n'était plus la voie du dialogue, il fallait maintenant s'imposer par la voie des armes. Et quand un militaire veut s'imposer par la voie des armes, vous savez que c'est l'inimaginable. Alors je me suis réellement dit avec quelques collègues, et pourquoi ne pas profiter? Et je m'en vais vous dire,
Si déjà on veut que ce soldat soit dans ses meilleures conditions de formation, d'entretien, tout, mais n'oublions pas que ce soldat-là a un fils chez lui. Que ce fils-là ait une éducation décente. Nos épouses sont là. On veut des programmes pour elles. Elle ne peut pas venir s'adapter. La majeure partie de nos épouses, pratiquement, sont analphabètes. C'est qu'on appelle encore ménagère, regrettable, ménagère. Quelque chose qui, au XXIe siècle, devait au moins disparaître. Mais on l'a encore ici en Gogo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos épouses? Pour les aider dans leur quotidien? Pour les faire changer cette fonction de ménagère pour qu'elle soit beaucoup plus productive dans la société. Je sais qu'au Mali, ça existait quelque part, mais nous, ça ne nous a pas touchés. Nos épouses ne l'ont pas senti. Bon, il se trouve que la junte et le capitaine Sanogo, qui en était le chef, se trouvaient être porteurs d'un projet qui était contraire à la constitution du Mali. Parce que nous sommes l'une des rares constitutions à dire que le coup d'État est un crime imprescriptible contre le peuple. La déconvenue de l'armée dans le Nord est une défaite pour nous tous. C'est une défaite pour l'armée, mais c'est une défaite pour nous tous, pour tous les Maliens, et pour l'instance politique, incontestablement. Et la manière dont les gens étaient recrutés au sein de l'armée, la manière dont les grades étaient distribués dans l'armée, la manière dont le commandement était organisé dans l'armée, tout cela doit être questionné parce qu'au fond, tout cela comportait des insuffisances majeures. Au raté du système ATT est venue s'ajouter la gestion très complexe de la crise Touareg. Nous, au niveau du collectif des ressortissants du Nord, la première question que nous nous sommes posée, pourquoi encore une rébellion? Après 63, après 90, mais également 2006. Nous nous sommes rendus compte, en tout cas au double plan de la gouvernance et des réalisations socio-économiques, que cette rébellion de 2012 ne se justifie pas. Les Touaregs qui ont pris les armes ont fait le choix de prendre les armes contre la République et de proclamer une indépendance, ne constituent en fait qu'une minorité, d'une communauté qui elle-même est ultra minoritaire dans cette partie du Mali, au nord du Mali. À titre indicatif, vous savez, le recensement de 2009, le recensement général de la population et de l'habitat de 2009 indique que les nomades, tout confondus, donc qu'il s'agisse de, pas seulement les Touaregs, les Arabes, les Bellas, les Bozos, donc tous ceux qui font le nomadisme, tous confondus dans cette partie du Mali, ne représentent que 11,61% de la population des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Dès les premières années de l'indépendance, une première rébellion éclate au nord. Elle sera durement réprimée par le premier président malien, Modibo Keïta. Dans les années 90, une seconde rébellion, principalement animée par Ibrahim Agbahanga, éclate. Les combats entre l'armée malienne, épaulée par la milice d'autodéfense Gandakoy et les insurgés, feront des centaines de morts. Les accords d'Alger de 1996 mettront fin au conflit. Pour réintégrer le Nord dans la République, le président Amadou Toumani Touré initie un ambitieux programme de développement. Mais le 16 octobre 2011, un nouveau mouvement armé dénommé le MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad, renforcé par des soldats touaregs ayant combattu au sein de l'armée libyenne de Kadhafi, relance les hostilités. Le Mouvement national de libération de l'Azawad a pris en son sein tout ce qui s'est passé comme oppression, comme injustice à l'égard du peuple de l'Azawad avec toutes ses composantes. Ce n'est pas une rébellion touareg, c'est une révolution populaire dans laquelle se retrouvent toutes les communautés qui composent l'Azawad. Et nous avons tout essayé, souvent en ayant pris des armes, mais beaucoup plus de manière pacifique. Nous sommes arrivés à une impasse
et nous avons décidé d'engager des vies humaines pour combattre l'armée malienne d'occupation du territoire. Sur ce territoire-là, nous avons décidé de nous battre pour instaurer un État. Dans cet État, les populations pourront vivre dignement et librement sur le territoire de leurs ancêtres. Très vite, les combattants Touaregs sont débordés par des groupes djihadistes. Ansar Dine, dirigé par Iyad Ag Ali, figure des rébellions Touaregs des années 90, négociateur d'otages, reconverti en islamiste pur et dur, après un bref passage à Jeddah, en Arabie Saoudite, comme consul du Mali. AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, fondé en 2007 par l'émir algérien Abdelmalek Droukdel, ancien du groupe salafiste pour la prédication et le combat, spécialisé dans le rapt de ressortissants occidentaux, avec comme principaux seconds au Mali le redoutable Mokhtar Belmokhtar et le très radical Abou Zaïd. Pour ces islamistes, un seul credo, à partir du Nord Mali, exporter partout le djihad. On est prêt à défendre la religion jusqu'au dernier degré. On est prêt à combattre la France, les États-Unis, tous les pays de l'OTAN. Et on considère que toute leur puissance n'est qu'une toile d'araignée. Comment nous menacer avec une toile d'araignée? On viendra aux États-Unis, on viendra à Londres, on viendra en France et on va conquérir le monde entier. Et le drapeau de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sera levé depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. À Gao, un autre groupuscule islamiste, le Moujao, mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest, dirigé par le Mauritanien Hamada Ould Khairoun, impose sa loi. Le Nord Mali devient un Africanistan, avec une application littérale de la charia, la loi islamique. Fermeture de bars, interdiction de la musique, lapidation des couples adultères, amputation des voleurs, destruction des lieux saints vénérés par les populations. Un cauchemar pourtant prévisible. Aujourd'hui, de plus en plus, avec le comportement de ces islamistes à Tombouctou et à Gao, sont en train de casser l'histoire de ce pays-là. Bon, je pense que ça interpelle aujourd'hui très fortement la communauté internationale et qu'elle va répondre aux exigences du moment en se disant que c'est la menace, elle est pour tout le monde aujourd'hui. Ça montre qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, toutes les démocraties de cette partie du monde, les pays arabes, les pays africains, toutes ces démocraties sont en réalité fragiles. Nous, notre inquiétude au mois de janvier et février, c'était pour le Sénégal. Bon, on avait des inquiétudes avec la succession du président Ouad. Dieu merci, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, le président Macky Sall est en place, mais ça aurait pu mal se passer. Donc, je pense que ce qui est arrivé au Mali doit servir de leçon dans toute la région pour qu'on comprenne que rien n'est jamais acquis. Alors que le Mali perd le nord, au propre comme au figuré, à Bamako, la classe politique se déchire. D'un côté, les partisans de la transition incarnés par Diokounda Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale. De l'autre, les supporters de la junte du capitaine Sanogo. Dans la nuit du lundi au mardi 1er mai 2012, un contre-coup d'État mené par le colonel Abidine Guendo, chef des Bérets Rouges, la garde présidentielle fidèle à ATT, échoue. Les individus mal intentionnés se sont permis d'attaquer la caserne de Kati, l'ORTN et l'aéroport international de Bamako-Sénou, afin de déstabiliser le processus de retour à l'ordre constitutionnel normal. Ces 10 endroits sont en ce moment sécurisés et aux mains des forces armées et de sécurité. À Bamako, l'un des plus virulents défenseurs du capitaine Sanogo est Oumar Mariko, le leader du SADI, petit parti gauchisant, plusieurs fois candidat malheureux à la présidentielle et l'un des tombeurs du régime de Moussa Traoré. Administrateur de la radio Kaira, surnommée Radio 1000 Collines par ses détracteurs,
Mariko est un des plus fervents supporters de la junte. Regroupés au sein de la COPAM, ce sont ses partisans, comme ceux du mouvement Yero-Woloton, les dignes fils de leur père en langue bambara, qui sont accusés d'avoir voulu assassiner le président intérimaire Djokunda Traoré. La vidéo de son agression fait le À Bamako, le capitaine Sanogo continue de faire la loi. Il contraint le premier ministre Cheikh Modibo Diarra à la démission et le remplace par Django Sissoko. Profitant de la confusion qui règne à Bamako, les islamistes passent à l'offensive et prennent la ville de Kona. Objectif, s'emparer de l'aéroport de Sévaré, poste avancé de l'armée malienne au nord, pour empêcher un débarquement des troupes étrangères. La ligne rouge est franchie. La situation créée par l'occupation d'un territoire, le Nord Mali, par des groupes terroristes est insupportable, inadmissible, inacceptable. Pas seulement pour le Mali, qui est affecté par ce mal terroriste, mais pour tous les pays de la région et au-delà de la région, par tous ceux qui peuvent être un jour frappés par le terrorisme. Jusque-là réticente à intervenir directement, la France envoie ses troupes et stoppe l'avancée des djihadistes. Dans les jours qui suivent, d'autres pays africains de la CEDEAO envoient des contingents. Le Mali est provisoirement sauvé du péril islamiste. Voilà, c'était là le film sur le Mali, un film réalisé par Barkaba. Barka, tout d'abord, toutes nos félicitations. Mais avant tout, je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé la réalisation de ce film et qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur le terrain à Bamako? Mais ce qui a motivé la réalisation du film, Ibrahima, c'est d'abord la difficulté que vivait le Mali à l'époque du putsch du capitaine Sanogo. Il nous a semblé nécessaire d'envoyer une équipe de la TFM sur le terrain et de ne pas nous contenter, vu la complexité de la situation, des dépêches des agences de presse occidentales. On a voulu aller voir sur le terrain avec des moyens modestes et limités, mais quand même faire notre propre reportage, notre propre enquête sur le terrain pour prendre toute la mesure de la situation difficile que vivait ce pays frère. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué là-bas? Mais beaucoup de choses là, à mon niveau, la première chose qui m'a frappé, c'est la rapidité de l'effondrement de l'État malien, qui a surpris même les observateurs les plus avertis pour ce qui se passait là. Nul n'aurait pu penser que le Mali aurait pu perdre la moitié de son territoire en si peu de temps. Une autre chose qui m'a fortement frappé, c'est que le système ATT, qui était une sorte de démocratie saluée à travers le monde entier, parce que le Mali avait une réputation quand même de pays stable depuis quelques années, avec deux alternances pacifiques réunies. Ce système, en fait, était miné de l'intérieur, mais les gens ne voulaient rien voir, surtout la communauté internationale, qui elle-même a été surprise de voir que le Mali s'est effondré comme un château de cartes. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a fortement frappé. Mais il y a aussi une grande déconnexion entre l'élite malienne et ce qu'on peut appeler le petit peuple. C'est-à-dire que j'ai vu une sorte de sentiment de frustration et même de revanche, de colère chez ce qu'on peut appeler le petit peuple de Bamako à l'égard des élites, qui expliquent un peu toute cette confusion qui régnait dans ce pays. Alors, messieurs, vos sentiments par rapport à ce film, Yoro, pour commencer?
Merci Ibrahima et puis félicitations à Barka. Mais je pense que c'est un film qui retrace un peu la situation de ce qui s'est passé au Mali. Et puis évidemment, tout le monde est d'accord sur les constats. La rapidité de l'effondrement de l'État du Mali, ça montre aussi encore une fois la fragilité de la démocratie. Et puis, comme il l'a montré dans le film, n'eût été l'intervention de la France et puis le péril islamiste serait venu jusqu'à Bamako. Et pour moi, c'est la principale leçon qu'il faut en tirer, la faillite de la question de la sécurité collective en Afrique de l'Ouest. Quand il y a eu des blocages en Côte d'Ivoire, il a fallu que la France intervienne pour débloquer. Quand il a eu, n'eût été l'intervention de la France, aujourd'hui, les MNLA, les groupuscules djihadistes auraient pris Bamako. C'est ce qui m'amène souvent à dire que la France est en fait une puissance africaine. C'est quoi une puissance africaine? Ça veut dire que l'avantage comparé de la France dans les relations internationales, c'est son savoir-faire en Afrique. On touchera ce point, Yoro, juste par rapport au film. Maintenant, monsieur Samb. Oui, je vous remercie et puis je félicite Barka pour ce documentaire qui est très instructif, réalisé dans les conditions qu'il vient de décrire. Oui, on voit, c'est net, hein, le caractère non viable de l'État africain. Ajoutons à cela aussi cette fragilité de nos démocraties. En fait, des démocraties politiques, si on ose dire, véritablement, qui ne sont pas accompagnées, un système démocratique, politique, mais qui n'est pas accompagné des conditions de vie décentes. Ce que Barka a dit tout à l'heure de la population malienne, on peut dire autant pour l'armée malienne, hein, avec une cinquantaine d'officiers qui vivaient comme des pachas, qui étaient à l'aise, mais avec des soldats abandonnés à leur sort, laissés à eux-mêmes, non armés, ce qui a fait qu'ils ont perdu toutes ces villes du Nord en un laps de temps. Cela amène à réfléchir. Véritablement, nous sommes dans des États où la question de la sécurité, c'est quelque chose qui n'est pas véritablement pris au sérieux, si j'ose dire, mais ou bien c'est vraiment quelque chose de relégué au second plan par rapport à tous les efforts de nos politiques pour la conquête du pouvoir, pour sa conservation. Je pense qu'une question aussi fondamentale que la sécurité est délaissée et n'est pas vraiment prise au sérieux. D'accord. Yorodia, je me retourne vers vous. Aujourd'hui, la nouveauté dans la crise malienne, c'est l'intervention de la France avec des troupes africaines qui vont rejoindre dans les prochains jours. Aujourd'hui, est-ce à dire que le coup d'envoi de la vraie guerre a sonné? Mais c'est un véritable coup d'envoi. Et puis, comme je disais tantôt, ce qui est désolant, c'est que ce soit la France qui siffle le coup d'envoi. Et puis, quand on parle de résolution internationale, l'ONU avait dit qu'on ne pouvait pas le faire qu'au mois de septembre. On avait demandé aux Maliens supporter les horribles violences des islamistes jusqu'au mois de septembre. Ça veut dire que quand la France a décidé que, à la limite, comme je dis souvent, les Africains sont toujours des sujets de relations internationales, jamais des acteurs. Quand la France a décidé que les islamistes ont franchi le Rubicon, il fallait stopper. Et immédiatement, vous avez vu, tous les États africains ont dit oui, on va envoyer 700 troupes. Alors qu'il y a cela quelques jours, on disait que matériellement, ce n'était pas possible de mettre en place une coalition, pas avant le mois de septembre. Donc c'est pourquoi je disais la France est en réalité une puissance africaine. Moi, je suis très critique par rapport aux interventions françaises en Afrique, mais pour le cas du Mali, je pense que c'est désolant de le dire, mais c'est un impérialisme vertueux. C'est un impérialisme vertueux. Parce que 50 ans après les indépendances, il n'y a pas encore un système de sécurité collective en Afrique de l'Ouest. Si vous comparez avec ce qui se passe en Afrique de l'Est, les Shabab en Somalie, c'est un peu comme Agmi, c'est des salafistes, des trucs comme ça. Quand ils ont piraté l'État somalien, quand ils ont envahi la Somalie, pour régler la question, il a fallu des puissances régionales, pas une puissance étrangère. Qu'est-ce qui a réglé le problème des Shabab? C'est l'armée du Kenya et c'est l'armée du Kenya et l'armée éthiopienne. Donc il a fallu deux puissances régionales pour régler. Mais quand vous regardez la cartographie de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de puissance sous-régionale. Les deux pays qui ont un profil naturel pour jouer le rôle de gendarme au niveau régional, c'est le Sénégal et le Nigeria. Le Sénégal parce que c'est un État pivot, c'est un État stable avec une armée républicaine, d'ailleurs la seule armée organisée de la sous-région. Comparé au Mali qui s'est effondré en 2 mois, nous on a une rébellion qui dure depuis 30 ans, les MFDC ne contrôlent pas un village. L'autre puissance naturelle au plan régional, c'est le Nigeria. Mais le Nigeria est tellement empêtré dans ses problèmes internes qu'il ne peut pas voir ce qui se passe dans la sous-région. Donc au-delà de cet impérialisme vertueux de la France, qui pour une fois c'est un impérialisme vertueux, il faut que l'Afrique de l'Ouest, que les gens s'organisent pour penser à des stratégies de sécurité collective.
Quand c'est la Centrafrique, et puis on dit oui, il faut une intervention de la France. Et c'est ça qui est le paradoxe dans nos relations avec la France. Quand la France intervient, on dit que c'est de l'impérialisme. Quand la France n'intervient pas, on dit que c'est de l'indifférence. Et pourtant, cette indifférence-là que les gens avaient dénoncée, et aujourd'hui, tout le monde est appelé à saluer la France. Et bien, moi-même, je salue l'intervention de la France. Mais ce qui est regrettable, c'est que 50 ans après, qu'on soit obligé d'en recourir à la France pour régler des questions en Afrique de l'Ouest. Évidemment, il y a une différence de degré et de nature dans les interventions en Afrique. Quand la France envoyait des paracommandos pour chasser Bokassa, c'était de l'impérialisme. Quand la France envoyait des soldats pour défendre Mobutu, c'était de l'impérialisme de très mauvais goût. Mais aujourd'hui, pour le cas du Mali, j'espère que c'est la dernière intervention. Mais cette fois-ci, au moins, c'est un impérialisme vertueux, même s'il faut le reconnaître tout en le regrettant. Barkaba Yoro vient de le souligner, l'importance du rôle joué par la France dans cette crise, notamment dans la crise ivoirienne et maintenant dans la crise malienne. On peut dire que la France est devenue le gendarme de l'Afrique. Oui, absolument. Mais moi, je ne serais pas aussi enthousiaste que mon ami Yerodja sur le rôle de la France, même si je sais que c'est salutaire. Mais l'histoire voudrait quand même qu'on retienne que la France a une part de responsabilité dans l'effondrement de l'État malien. Je m'explique. Pendant longtemps, le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères de la France, a fermé les yeux sur le délitement de l'intérieur du système Amadou Toumani Touré. La politique très ambiguë que la France menait au Mali par rapport aux négociations d'otages, en privilégiant parfois de manière souterraine le paiement de rançons, estimé parfois à des millions d'euros, ont permis aux djihadistes de faire du rapt d'otages un véritable business. Et les dérives du régime de ATT étaient là. Il y a eu un fonctionnaire du Quai d'Orsay, du nom de Laurent Bigot, qui a fait, après la sortie, le putsch donc, de Sanogo, qui a remporté ATT, une sortie très virulente pour dire que l'État français savait le degré de corruption et le degré de vénalité de l'entourage de ATT, mais la France n'a voulu rien faire. Est-ce que la France n'avait pas dit stop en voyant les dérives de ATT parce que tout simplement ATT était présenté comme un bon élève de la sous-région, garant de la stabilité, etc. Il y a un autre aussi point sur lequel moi je suis très critique du rôle de la France, c'est une sorte de complaisance ou même de romantisme de la France vis-à-vis des rébellions Touareg. Pendant longtemps, les rebelles Touareg ont bénéficié dans les plateaux télévisés français d'une sorte de complaisance. Les gens les regardaient un peu comme les hommes bleus, etc. Ce n'est pas propre qu'aux Touareg maliens. C'était aussi la même sorte de fascination qu'exerçaient ces Touaregs nigériens comme les Mano Dayak dans les années 90. Et tout. Il y a eu toute une littérature autour des Touaregs considérés comme un peuple très différent du reste des peuples noirs africains qui, à mon avis, ont un peu encouragé les Touaregs dans leurs revendications sécessionnistes. Maintenant, peut-être que ce que la France n'avait pas pu prévoir ou n'avait pas su prévoir, c'est que ces gens du MNLA seraient doublés par des groupuscules beaucoup plus radicaux, beaucoup plus dérangeants pour la quiétude de la communauté internationale. Et on a vu que c'est après l'attaque de Kona où les djihadistes avaient carrément un boulevard pour foncer jusqu'à Bamako, qui a décidé la France, alors qu'il y avait le feu au lac, pour donc stopper cette invasion. Je pense que la politique africaine de la France est encore à revoir par rapport à ses engagements sur le continent africain. Le docteur Bakary Samb, vous êtes enseignant-chercheur spécialisé dans les religions et civilisations. Bref, maintenant, aujourd'hui, on parle beaucoup de ces djihadistes, mais qui sont-ils réellement? Et l'idéologie qu'ils prônent, est-ce la motivation de leur combat réellement?
Oui, on parle de djihadistes, on parle de salafistes. Mais justement, avant de revenir là-dessus, j'aimerais quand même qu'on parle de terminologie. Il ne faudrait pas user de termes comme islamiste, salafiste, etc. Ce qu'ils revendiquent. C'est-à-dire que c'est fait à bon escient au niveau de ces djihadistes-là, de dire que nous sommes des salafistes, nous sommes des islamistes, pour que l'opinion publique musulmane majoritaire dans les pays où ils sont présents, cette opinion-là leur soit quelque peu sympathique ou favorable. Ces gens n'ont rien à voir à l'islam. Le mot salafiste qu'ils utilisent, ça vient de salaf as-salih, c'est-à-dire les pieux anciens. Eh bien, ici au Sénégal, par exemple, tout le monde, tous les grands marabouts, les chefs religieux sont réclamés de ces pieux anciens-là. C'est à partir du moment où on a pris le mot salafiste et on en fait maintenant une doctrine politique, la manipulation des symboles religieux pour des motifs politiques, c'est là où ça devient dangereux. C'est-à-dire que la religion devient le fonds de commerce pour ces gens-là. Le terme fonds de commerce est utilisé à bon escient. Si l'on sait tous les trafics qu'ils font au nom de l'islam, c'est de la contrebande, le blanchiment d'argent, c'est de la cocaïne et c'est ce business rentable sur les rançons. Ce qui nous fait revenir sur l'attitude de ATT par rapport à ces groupes-là. Tout le monde sait que ATT n'a pas été très net vis-à-vis de ces populations-là. Il a voulu gouverner le Mali par consensus en nommant Iyad Ali, qu'on a cité tout à l'heure comme étant vice-consul du Mali en Arabie Saoudite, mais avec d'autres concessions et que des politiques de développement réelles qu'il espérait n'ont pas suivi. Mais on parle donc de AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous savez qu'ils n'ont plus la cote, ou bien en tout cas, ils n'ont plus les moyens logistiques de pouvoir dominer certaines parties du monde, comme en Afghanistan ou en Europe. Ils ont trouvé que le terrain sahélo-saharien était propice pour eux. Avec l'Algérie, on comprend très bien l'attitude de l'Algérie, qui au début n'a pas voulu une intervention militaire, parce que l'Algérie était déjà assez satisfaite d'avoir exporté le djihadisme hors de son territoire. Et donc, elle n'avait plus aucun intérêt à ce que ces djihadistes reviennent. La Mauritanie. Et qu'aujourd'hui, par-dessus tout cela, nous avons évoqué les Chebab. Depuis 2005, je dis qu'il y avait un projet de zone wahhabite sur cette bande-là, qui partirait de l'Érythrée et de la Somalie pour encercler l'Éthiopie dite chrétienne en passant par le Tchad, N'Djamena, qui est le siège de certaines organisations islamiques reconnues et qui sont très bien financées. Le nord du Nigeria, déjà dominé par Boko Haram, avec ses provinces qui appliquent la charia dans certains cas. Le Niger, où est implantée l'Université internationale du Sahel, financée par l'Arabie Saoudite. Le Mali, aujourd'hui, qui est tombé dans l'escarcelle islamiste, au moins au nord, sous couvert d'humanitaire, d'associations qu'on aide, de systèmes scolaires non contrôlés, d'un enseignement qui échappe complètement à l'État, et bien le Sénégal. Et le Sénégal, je pense qu'on doit être vigilant. Je dis très souvent que le Sénégal représente pour moi un cas de paradoxe géopolitique. Le paradoxe géopolitique sénégalais, c'est que le Sénégal est en même temps le pays qui représente la profondeur historique et culturelle des pays arabes et musulmans, mais aussi un allié inconditionnel des puissances occidentales, ce qui en fait une cible potentielle, une cible naturelle. Et que depuis très longtemps, on parle de cette idéologie djihadiste, mais bon, c'était l'alarmisme, etc. Alors que dans nos campus, dans certains quartiers, certaines mosquées où le terrorisme intellectuel et dogmatique a déjà commencé, avec l'interdiction de certaines pratiques parce qu'elles sont confrériques, parce qu'elles sont soufis, avec des ramifications de ces mouvements-là. En tout cas, pour être bref, l'idéologie qui a fait qu'aujourd'hui Ansar Dine existe au Mali à cette force-là, qui a fait que d'autres mouvements islamistes prospèrent au Niger, au Tchad, etc., cette idéologie-là est bien présente au Sénégal. Ça a commencé dans les années 80 par la contestation du mouvement confrérique, qui était le fonds de commerce. Lorsqu'ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont commencé à dire que oui, on collabore, on va vers les khalifes généraux, etc., quand il y a des problèmes religieux. Parce que au niveau des mouvements islamistes, dans leur idéologie politique, il y a un concept fondamental, qui est le concept de Houdna, qui veut dire une trêve stratégique lorsque le rapport de force n'est pas en leur faveur. Eh bien, là, dans le cas d'Ansar Dine, ils ont joué avec les négociations d'Alger à Ouagadougou, etc., en gagnant du temps et du terrain. Et là, ils ont usé d'un autre principe qui est la khida, qui est la duperie. Tout le monde sait que l'adage est bien connu, que la guerre est une affaire de duperie. Et n'eût été cette intervention de la France, on ne souhaite jamais la guerre. Sauf que, bon, la guerre ne peut se justifier
que par l'impératif de paix. Et n'eût été cette intervention, aujourd'hui, il serait peut-être à Bamako, peut-être à Kaï, sur la route de Dakar. La route de Dakar. Yoro Dia, dans votre propos tout à l'heure, vous avez regretté le fait qu'à chaque fois, c'est la France qui donne le coup d'envoi. Mais il faut signaler également qu'il y aura des troupes africaines. Alors, aujourd'hui, si on devait qualifier cette mission, vous diriez quoi? Une force française, une force franco-africaine ou bien une force internationale? Non, mais enfin, les interventions internationales, comme on dit souvent, c'est toujours, comme il dit, coalition of goodwill, ça veut dire coalition de bonne volonté. Et dans ce cas précis, c'est la France qui mène. Et puis, comme je disais tantôt, c'est quand même ahurissant que la CEDEAO, l'UEMOA palabre pendant un an et disent qu'on ne peut pas intervenir avant un an. Dès que la France dit oui, il faut intervenir, en 24 heures, tout le monde se met dans les dispositions, tout le monde se met dans les rangs pour intervenir. La même chose étant égale par ailleurs, quand les États-Unis ont voulu régler la question du Koweït, la coalition a été menée par les États-Unis. Mais pour ce cas de la France, je pense qu'il y a une question stratégique beaucoup plus profonde. Ce n'est pas de l'humanitaire. Quand vous regardez la cartographie du djihadisme et du terrorisme mondial, les groupuscules terroristes reculent partout. Il avait une sorte de bastion en Afghanistan. L'intervention américaine a cassé le bastion des talibans en Afghanistan. Ils sont repliés sur l'Irak et puis la guerre en Irak a fait reculer sur le terrorisme. Le bastion qu'il avait en Afrique, c'était la Somalie. Ils ont perdu la Somalie. Donc ils ont regardé la cartographie, ils se sont dit mais où est-ce qu'on peut s'implanter? Et ils ont vu que le Mali de ATT était le maillon faible. Le maillon de ATT était le maillon faible. C'était quoi le projet des djihadistes? C'était de transformer Tombouctou en Kandahar ou bien Gao en Kaboul. Et comme ça, faire une base arrière pour pouvoir aller attaquer l'Occident. C'est pourquoi les Occidentaux applaudissent demain. Ils savent que s'ils interviennent, c'est pour sauver le Mali, mais c'est aussi pour sauver leur sécurité dans la sécurité de leur vie. Comme l'a dit tout à l'heure Bakary Samb, et puis enfin, évidemment, il y a une querelle terminologique, mais je dis souvent, les djihadistes, c'est des entrepreneurs identitaires. C'est quoi de l'entrepreneur identitaire? C'est utiliser une question identitaire à des fins politiques. Et on dit en sciences politiques, la meilleure façon de mettre un combat politique à l'abri de la contestation, c'est de le sacraliser. Et puis évidemment, quand vous dites Ansar-Dine, ça renvoie dans l'imaginaire des musulmans à des choses fondamentales. Quand vous dites nous voulons appliquer la charia, ça renvoie à des choses fondamentales. Mais avant tout, c'est de l'entrepreneuriat identitaire. Au-delà de l'entrepreneuriat identitaire, c'est du racisme. Il est d'autant plus condamnable que c'est la France qui mène l'intervention pour sauver Tombouctou. Mais il est d'autant plus condamnable qu'en 2012, qu'on accepte en Afrique que des Algériens, puisqu'il faut dire les choses telles qu'ils sont, s'installent à Tombouctou, à Gao, se mettent à lapider et à couper des mains. Parce que quand vous regardez l'organigramme d'AQMI, c'est des Algériens. C'est quoi AQMI? AQMI, c'est le GSPC. Au début, pour comprendre, il y a eu la guerre en Algérie. Quand le fils a gagné les élections en 88, on a dit on ne peut pas accepter un pouvoir islamiste en Algérie. Donc, ceux qui avaient gagné les élections sont transformés en guérilla. Donc, c'était le fils, Front Islamique de Salut. Après, c'est devenu le GIA, groupe islamique armé. C'est après que le GIA est devenu GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat. L'armée algérienne a eu la main très lourde. Donc c'est le GSPC qui a reflué vers le Nord Mali et est devenu AQMI. Mais en réalité, c'est des Algériens. C'est pourquoi, comme l'a dit Bakary Samb, on comprend la posture de l'Algérie. Ça arrange l'Algérie. L'Algérie ne veut pas qu'il y ait une offensive contre les djihadistes parce que le reflux naturel des djihadistes est retourné en Algérie. Donc c'est pourquoi l'Algérie ne veut pas ça. Donc on voit d'une main, c'est la France qui donne le coup d'envoi. Et on voit d'autre part aussi que ce sont des Algériens qui sont à l'origine, enfin, qui dirigent ces mouvements-là. Donc comme tu disais tantôt, et puis les Africains ne sont pas souvent des acteurs des relations internationales. C'est tout le temps des sujets des relations internationales. Mais cette fois-ci, il faut saluer cette intervention de la France. Parce que si la France n'était pas intervenue, les groupes salafistes auraient pris Bamako. Et quand on dit prendre Bamako, si vous regardez une carte, c'est à 100 km de Conakry. C'est à 100 km de Conakry. Et aujourd'hui, la Guinée est un État fragile, c'est à quelques kilomètres de Caille. Donc c'est pourquoi, au-delà de la crise, il faut que les Africains se rendent compte que le premier élément du contrat social, c'est la sécurité. Et celui qui garantit la sécurité, c'est avoir une armée républicaine qui fonctionne. C'est pourquoi dans la théorie de Kissinger dit en Afrique, il y a 4 États pivots. Et il cite le Sénégal comme étant un État pivot. Ce qu'il faut dénoncer maintenant, c'est un peu le suivisme. Quand Hollande dit qu'il faut intervenir, tout le monde trouve rapidement 500 soldats pour dire on y va. Alors qu'il y a cela quelques jours, on nous disait qu'il ne fallait pas le faire. La posture que le Kenya et l'Éthiopie ont joué en Somalie, j'aurais bien voulu que ce soit le Sénégal qui le joue. Le Sénégal a les moyens humains,
Surtout que nous partageons la CEDEAO. Nous partageons la CEDEAO, le Sénégal a les moyens humains, le Sénégal a une armée professionnelle, ce qu'aucun État de la sous-région n'a. Le Sénégal a une armée de métier, ce qu'aucun État n'a. Ce qu'on n'a pas, par contre, c'est le matériel. Et je pense que la leçon qu'on doit tirer du Mali doit pousser le Sénégal à se dire que le dernier bastion de ma sécurité, c'est l'armée. Et pourtant, j'ai toujours dit qu'il est temps pour le Sénégal de réarmer. Nous sommes en Afrique de l'Ouest et c'est la zone la plus instable au monde. Senghor disait que l'unité africaine se ferait par cercle concentrique, mais quand vous regardez une carte, j'aime bien regarder des cartes, vous verrez que le Sénégal est enserré dans un cercle de feu. D'où le dernier rempart que nous avons au Sénégal pour vivre notre démocratie pleinement, c'est l'armée. Et aujourd'hui, il est avéré que le Sénégal doit se donner les moyens de réarmer pour garantir sa sécurité. Comme disait Jules César, le grand Jules César, la force, la paix est la fille de la force. Quand vous avez un État fort et respecté, les gens ne sont pas tentés à vous agresser. Mais quand on voit les États qui nous entourent, nous n'avons que des États fragiles. Ce qui est arrivé au Mali peut arriver demain en Guinée. Ce qui est arrivé au Mali, on peut l'avoir en Gambie. C'est ça la particularité aujourd'hui de notre... Le Sénégal, et je dirais souvent, le Sénégal, c'est comme si nous étions enfermés dans une poudrière. En Guinée-Bissau, il y a un coup d'État tous les 6 mois. La Gambie nous aide officiellement le jour et soutient le FDC la nuit. Le Mali est au bord de la partition. La Guinée n'a pas encore réglé la question ethnique. D'où la nécessité, à mon avis, que pour les Sénégalais de se mettre sérieusement autour d'une table pour privilégier les questions de sécurité et de défense. D'accord, Yorodia. Barkaba, on en parlait depuis des mois, cette intervention. Après plusieurs hésitations, maintenant c'est officiel. Est-ce à dire que la voie diplomatique a échoué complètement? Je ne pense pas qu'elle ait échoué parce qu'il y a toujours des canaux de négociation souterrains. Les différents acteurs du conflit se connaissent et les alliances sont très réversibles. Si vous prenez le cas du leader d'Ansardine qui s'appelle Iyad Ag Ali, il résume, son parcours résume à lui seul toutes les ambiguïtés de la diplomatie ou bien des conflits africains. Iyad Ag Ali a été un des leaders de la rébellion Touareg dans les années 90, donc il réclamait purement et simplement l'indépendance du territoire que les Touaregs appellent l'Azawad. Il a frayé après les accords d'Alger avec le pouvoir malien qu'il a nommé consul à Djeddah. C'est après son voyage à Djeddah, de retour au Mali, que du jour au lendemain, Iyad Ag Ali s'est transformé, sans coup férir, en djihadiste pur et dur. Certainement, après avoir capté certains fonds en provenance de l'étranger, il s'est rendu compte que l'islamisme était un créneau, un business porteur comme ça. Et même les autres émirs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ou bien du Moujao, en fait, on ne sait pas trop s'ils sont moitié islamistes, moitié trafiquants, moitié preneurs d'otages. En fait, ils ont profité d'une situation qui a fait de l'Afrique de l'Ouest une sorte de zone grise propice à toutes sortes d'aventures politico-religieuses, etc. Ce qui montre encore une fois la fragilité de nos États. On a évoqué l'effondrement rapide de l'État malien, mais récemment on a vu dans l'actualité africaine que la Centrafrique a failli donc basculer aux mains de rebelles et qui se sont arrêtés juste aux portes de Bangui. On a vu en RDC, République démocratique du Congo, que la rébellion du M23 était capable de bousculer le pouvoir central du Congo. Tout cela pose le problème de la maîtrise de nos frontières et montre que l'Afrique n'est pas encore sortie de la nuit noire. On a vu aussi que même le Nigeria, qui est la première puissance économique et militaire de l'Afrique de l'Ouest, a beaucoup de mal à éradiquer la secte Boko Haram qui lui cause pas mal de soucis. Et on a vu, quand la France est intervenue au Mali, la modicité des troupes et la faiblesse des troupes proposées. Vous avez quoi? Des contingents de 300 hommes, des contingents de 500 hommes, pour une guerre qui est une guerre déterminante pour l'avenir du continent. Je pense que les armées africaines sont à repenser. Le Sénégal constitue une sorte d'exception, mais Yoro l'a souligné tout à l'heure. Je pense que les leçons du chaos malien doivent être tirées au plus haut sommet de l'État sénégalais, dans une perspective de non seulement réarmement massif de nos troupes,
mais aussi de prise en charge totale des militaires sénégalais en termes de renforcement de leurs capacités opérationnelles, etc. Le plus grand danger qui guette les États africains, c'est un effondrement brutal qui fait que, par exemple, on ne peut pas comprendre qu'un capitaine Sanogo, un illustre inconnu, presque ramasse le pouvoir qui est tombé dans la rue. Ça nous rappelle des coups d'État célèbres en Afrique. Quand Yaya Jammeh faisait son coup d'État en Gambie, c'est venu d'une mutinerie banale et on a vu que le président Kairaba Diawara à l'époque avait détalé et puis là, Jammeh a presque ramassé le pouvoir. On a vu qu'en Côte d'Ivoire, l'effondrement de l'État a commencé avec un coup d'État de Noël 99 fomenté par des sous-officiers Djoula, dirigés par Ibrahim Koulibaly, l'ex-sergent-chef Ibrahim Koulibaly. C'est-à-dire la manière dont l'État s'effondre en Afrique, la manière dont un aventurier, un condottiere à peu près téméraire peut ramasser le pouvoir en Afrique pose problème et parfois même nous fait honte, il faut le dire. Voilà, docteur Sambou, aujourd'hui on a noté une certaine radicalisation de la part de ces moudjahidines sous prétexte que c'est une posture divine, mais aujourd'hui, celle-ci est-elle en phase avec les préceptes de l'islam? Oui, tout le monde sait que ces mouvements ne sont pas en phase avec les préceptes de l'islam, en tout cas de l'islam qu'on connaissait jusqu'ici. Mais ce qui doit attirer notre attention, c'est leur stratégie et leur agenda. C'est vrai qu'on a vu dans les pays comme au Sénégal, l'arrivée de certains religieux à l'Assemblée nationale, etc. Mais souvent, je suis horrifié quand on nous cite le modèle des frères musulmans comme étant un modèle viable. Vous avez vu ce qui est arrivé en Tunisie avec la Nahda. Au début, Rachid Ranouchi disait que je ne suis même pas intéressé ni par la présidentielle ni par les législatives. Ils se sont présentés aux législatives et vous voyez ce que ça génère en termes de montée du salafisme avec les mêmes signaux qu'on voit au nord du Mali avec le massacre de mausolées, etc. Et ces mouvements islamistes ont un agenda. Et l'agenda n'est pas dévoilé totalement. C'est toujours par compte-gouttes. Et quand on les observe, c'est par exemple, banalement, on peut dire, quand on voit le cas du Liban, les classiques, hein, les plus durs du Hezbollah, quand même, viennent, la plupart de ces gens-là viennent des anciens mouvements de gauche. Donc ça doit donner lieu à une réflexion profonde sur ces mouvements-là, sur leur agenda. Mais la chose sur laquelle je vais terminer peut-être, c'est la posture du Sénégal. Moi, j'étais très étonné au mois de mai-juin, quand il y a eu cette première réunion des pays du champ à Nouakchott, le Sénégal n'était pas convié. De la même manière qu'il y a eu des ratés sur la non-prise en compte d'un élément fondamental qui était le Tchad et qui a causé quelques frustrations. Je pense qu'aujourd'hui, si le Sénégal avait pris son courage à deux mains dès le début de la crise et même récemment après les négociations et quand on a envisagé d'envoyer des troupes, des pays comme la France aimeraient que ce soit le Sénégal qui prenne le lead. Si on avait pris notre courage à deux mains, si on avait envoyé 1000 soldats au lieu de 500, peut-être on dirigerait la force. Et c'est fondamental ce que je dis, parce que toute la crise était ponctuée par des querelles de leadership. Bon, la Côte d'Ivoire n'avait plus la même force qu'elle avait avant. Le Burkina Faso de Blaise Compaoré était vraiment au poste de commande de cette diplomatie. Djibril Bassolé qui se baladait au nord du Mali, etc. Et pendant ce temps, notre pays, quand même, qui bénéficie d'un crédit très important au niveau international, au niveau africain, était resté à la traîne. Bon, je salue. Maintenant, mieux vaut tard que jamais, cette prise de décision ferme du président Macky Sall d'envoyer des troupes et les positions que je vois qui sont en train d'émerger ça et là de Mankeur Ndiaye, qui a pris son courage à deux mains en disant au Sénégal, la question est sérieuse et que maintenant il y a des cellules dormantes au Sénégal qui s'est reconnue et que j'espère tout simplement après la reconnaissance des faits qu'il y ait une stratégie pour suivre tout cela et qu'il y ait une stratégie durable de suivi de cette question importante qui est celle de la sécurité. D'accord. Yoro, vous avez touché tout à l'heure un point extrêmement important, à savoir la sécurité. Nous avons entendu le colonel Abou Thiam de la DIRPA dire que toutes les dispositions sont prises pour sécuriser le pays, notamment avec les frontières, ce qui veut dire que le Sénégal nourrit des craintes de représailles, il faut le dire. Aujourd'hui, pour faire face à ces menaces de représailles, qu'est-ce qu'on doit faire réellement? Non, mais juste pour dire qu'on ne peut pas sécuriser un pays à 100% contre le terrorisme. Et c'est pourquoi je dis souvent, quand je donne des cours, qu'à la limite, la chose la plus stupide, c'est de parler de terrorisme aveugle.
Quand quelqu'un à 25 ans est prêt à prendre une bombe, à entrer dans un avion, dans un bus ou dans un supermarché et faire exploser la bombe, il a des motivations profondes. Peut-être on peut ne pas connaître ces motivations. On ne peut absolument rien contre un kamikaze qui veut, se suicider, des trucs comme ça. Là, je suis d'accord avec Bakary, par exemple, pour montrer que quand on dit shahid en islam, c'est trouver la mort au combat. Mais ce n'est pas chercher la mort. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri, même les États-Unis ne sont pas à l'abri à 100%. Évidemment, il y a des mesures à prendre. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec Bakary Samb. Depuis le début, la gestion de la crise malienne montre deux choses. L'indigence stratégique du Sénégal aujourd'hui et l'affaissement de notre diplomatie. Il y a une indigence stratégique parce que quand même le Mali, ce n'est pas la Laponie, ce n'est pas l'Alaska, c'est notre voisin, c'est notre prolongement naturel. Aujourd'hui, on aurait dit que c'est l'interland naturel du Sénégal parce que c'est le port de Dakar. Le Mali est notre ouverture naturelle vers le continent. Et depuis le début de cette crise, comme vous l'avez dit tantôt, et puis évidemment la diplomatie a échoué, maintenant c'est la guerre. Un État a deux acteurs sur la scène internationale. Il n'y en a pas trois. Un État a deux acteurs. C'est le diplomate et le soldat. Le diplomate sénégalais a lamentablement échoué. Parce que qui gère la crise? C'est Blaise Compaoré. On n'a pas entendu la voix du Sénégal. À part le fait de prendre Amadou Toumani Touré et de l'amener ici, on n'a pas entendu la voix du Sénégal. Alors que la diplomatie, comme je dis souvent, et puis la diplomatie sous Senghor, c'était la qualité d'un homme accompagné d'un système efficace. Abdou Diouf était de ce qu'il y a de plus ordinaire, mais le système fonctionnait très bien. Ablaye Wade, c'était un homme, pour être gentil, c'était un mégalomane, mais au moins il parvenait à imposer la voix du Sénégal. Il a convoqué ici des Malgaches pour dire mais signez la paix. Sur beaucoup de crises, sur le Darfour, on entendait partout la voix du Sénégal. Aujourd'hui, le système s'est effondré et on a un homme qui s'appelle Macky Sall qui n'est pas à la hauteur des enjeux stratégiques. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a l'impression que c'est le Burkina Faso qui met le leadership. Pour moi, c'est une indignité nationale. Que le Sénégal, qui a une exception démocratique, qui a une armée professionnelle de métier, qui a été qualifié par Kissinger d'état pivot, que le Mali voisin brûle, qu'on n'entende pas la voix du Sénégal. Aussi bien quand il s'agit de faire de la diplomatie, on n'a pas été à la hauteur. Même quand il s'agit d'envoyer des soldats, on n'a pas été à la hauteur. Avec 150 hommes de plus, le Sénégal aurait mené la coalition. Vous imaginez ce que ça aurait signifié pour la gloire nationale si on avait dit c'est l'armée du Sénégal qui est la première armée à entrer à Tombouctou. À la limite, on a fait la fédération du Mali, ça a échoué, mais si c'est l'armée du Sénégal, dans le cadre de l'intervention qui entre la première à Tombouctou, mais à la limite, le prestige du Sénégal en serait rehaussé. Mais on fait comme tout le monde. Nous sommes devenus un État banal. Sur ce plan, c'est toute l'Afrique qui aura échoué, puisque c'est Non, mais non, le Sénégal de Senghor n'a jamais raisonné comme toute l'Afrique. On a toujours parlé d'exception sénégalaise parce que le Sénégal, pour citer l'exemple américain, se voulait avoir une destinée manifeste. C'est pourquoi on parlait d'un petit pays, mais d'une grande diplomatie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes devenus un pays ordinaire. On envoie 500 soldats au même titre que les Ivoiriens. Quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, mais c'est le Sénégal qui a envoyé le plus de soldats. Et l'ONU a toujours dit, quand il y a des interventions en Afrique, moi je demande l'armée du Sénégal. Et c'est pourquoi c'est l'armée du Sénégal qui a stabilisé le Libéria, qui a empêché à Charles Taylor d'entrer. Au Congo, quand c'était assez grave, l'ONU a fait appel à l'armée du Sénégal, mais c'est parce que, comme je dis, c'était à la fois un système qui fonctionnait et des hommes qui étaient à la hauteur. Aujourd'hui, on n'a ni le système, ni l'homme. C'est pourquoi nous sommes devenus un pays, à mon avis, c'est regrettable de le dire, banal sur le plan diplomatique. Banal sur le plan diplomatique. Barkaba, toujours sur le plan géopolitique, quelle pourrait être la conséquence de l'intervention française quand on sait que le Moudjahou a déjà, à travers un communiqué, menacé de frapper le cœur de la France? Mais les conséquences, elles se feront voir bientôt pour tous les pays. Je pense qu'il y a beaucoup de bluff de la part du Moudjahou et des groupuscules islamistes. Leurs menaces à elles seules ne peuvent pas contraindre la France à stopper son intervention. La France n'a plus le choix maintenant qu'elle est engagée dans la guerre, elle est obligée de le faire. Mais ce qui, à mon avis, peut être intéressant, c'est de voir la carte que vont jouer tous les acteurs de ce conflit. La France a sa propre carte, évidemment, au-delà du fait d'apparaître comme le bon samaritain sauveur d'un pays en péril. La France est d'abord préoccupée par le sort de ses otages qui sont entre les mains d'Al-Qaïda au Maghreb. Justement, cette intervention ne risque-t-elle pas de compromettre le sort de ses otages? Mais évidemment, ça va être très compliqué, mais je pense que la France n'a pas le choix. Et quand il s'agit de libérer des otages,
quand les négociations sont rompues et que le recours à la force s'impose, la France a montré qu'elle n'hésitait pas. Elle l'a montré au Niger en tentant de libérer 2 de ses otages aux mains d'islamistes. L'opération a malheureusement mal tourné. On a vu que le jour même où la France lançait une offensive au Mali, elle essayait, les services secrets français ont essayé aussi une tentative de libération d'un agent de la DGSE qui était en captivité en Somalie depuis 3 ans. Mais il n'y a pas que la France qui a son agenda là-bas. Ce qui est intéressant, c'est de voir le rôle du Burkina Faso qui jouait un peu, comme l'a dit Bakary Samb, le rôle, on a vu Bassolé là-bas qui était une sorte de proconsul et de super ministre des Affaires étrangères qui avait les pleins pouvoirs pour négocier avec les groupes rebelles, avec le capitaine Sanogo, avec une partie de la classe politique malienne. L'Algérie a son propre agenda qui varie en fonction des intérêts du moment, parce qu'on a vu juste avant l'intervention de la France, l'Algérie était hostile pour des raisons d'abord stratégiques et des raisons historiques à toute présence d'une armée étrangère dans ce qu'elle considère comme sa sphère d'influence naturelle. La Mauritanie, qu'on n'a pas beaucoup entendu et qui a abrité à un certain moment l'état-major du MNLA, la rébellion Touareg, a son propre agenda dans ce conflit. On n'a pas encore entendu beaucoup le président Aziz se prononcer sur les derniers développements. Le Niger, qui a une réputation de fermeté vis-à-vis des rebelles Touareg et qui avait, lui, été très visionnaire en désarmant les rebelles Touareg en provenance de Libye et qui les surveille comme de l'huile sur le feu, à sa propre carte à jouer. Maintenant, il s'agit de voir le rôle que le Sénégal va jouer. Parce que, vous savez, au-delà de cette belle unanimité, les États n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. C'est une vieille lapalissade connue par tous ceux qui font la science politique. Mais il me semble que dans les prochains jours, on va voir si le Sénégal est capable de jouer sa propre carte dans cette aventure militaire qui se déroule sous nos yeux. Et on saura si le Sénégal est capable de préserver ce qui peut apparaître comme ses intérêts stratégiques dans cette crise. Docteur Samb, pour terminer avec vous, parce qu'on est un peu rattrapé par le temps, on a évoqué tout à l'heure le cas du MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad. Ce mouvement se dit prêt à appuyer la France dans son intervention. Vous qui connaissez bien le MNLA, quel pourrait être cet apport? Oui, au sein du MNLA, on trouve ces Touaregs, mais aussi il y avait des Songhai. Le MNLA est assez composite. Hein. Et donc, je crois qu'au début, quand même, la France a semblé jouer la carte un peu du MNLA, hein, qui a perdu après le combat face à une Ansardine surarmée avec beaucoup plus de moyens. Mais il y a un penchant nostalgique hein, dans cette promotion du MNLA, lorsqu'on sait ce vieux projet français de créer un Targhizistan, un État Touareg qui date depuis l'époque coloniale. Et pour finir simplement sur le nord du Mali et cette manière dont le nord du Mali s'est toujours détaché quand même du sud, de ce qu'on appelle parfois le Mali utile, il y a un document qui date des années 57 où il était explicitement marqué par les gens du nord du Mali. Voilà, écoutez, même si le Mali devait aller à l'indépendance, nous, population arabe et musulmane, etc., blanche, nous ne voudrions pas être attachés à une entité qui s'appellerait le Mali. Donc le conflit est vieux. Mais je terminerai simplement par cette phrase-là. Je crois que derrière la destruction de mausolées, derrière cette idéologie wahhabite qu'on veut nous imposer, il y a un mépris de l'homme noir par rapport à son apport à l'islam. Et en même temps, il y a un complexe de certaines de nos élites religieuses ici par rapport à ce qui se produit dans le monde arabe, alors que l'Afrique, les manuscrits de Tombouctou, depuis le XIIe siècle, depuis le XIIIe siècle, avec cette histoire fascinante, on est en train de troquer tout ce patrimoine-là avec en important chez nous des querelles et des idéologies qui n'ont aucune racine dans notre société et dans notre manière de voir le monde.
Merci beaucoup, Dr Bakary Samb. Mesdames, Messieurs, ce débat spécial consacré au Mali est à présent terminé. Je rappelle qu'on était ici sur ce plateau avec le Dr Bakary Samb. Il est enseignant-chercheur spécialisé dans les civilisations, religions, les arts, mais aussi la communication à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, mais également Yoro Dia, il est politologue, et Barkaba, le directeur de l'information de la TFM. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi et bonsoir.